Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne devrais pas dire mesdemoiselles. Allez, j'enlève. Mesdames, messieurs. Ouais, ça se dit plus. Ça se dit plus, il paraît. Merci de votre fidélité. Merci de nous retrouver. On est dimanche matin et je voudrais que vous puissiez applaudir Mike Iras qui est toujours présent dans cette émission. Merci Eddy. Je vous retourne la demande inattendue. Hein. Je la retourne vers, Moi, vers Eddy Marajo. Je suis sûr qu'il y en a qui applaudissent chez eux dans leur foyer. Je n'en doute pas. Peut-être même debout. Qui sait? Soyons fous. Soyons fous, allons jusqu'au bout. Nous recevons aujourd'hui une personnalité que vous ne connaissez probablement pas, pour la majorité d'entre vous, et qui peut être définie sous le vocable que vous entendez de temps en temps, prononcé dans un certain nombre de cercles, mais aussi en télévision, d'éminence grise. Alors, il n'est pas gris, en tout cas, j'espère qu'à l'image, il ne sera pas gris. C'est d'abord un Martiniquais, il s'appelle Marie-Joseph Pinville. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Pinville. Merci, je vais lui dire merci à la fin. Lorsque on l'aura mérité. Je comprends, c'est prudence. Je comprends. Alors évidemment, vous voyez souvent dans cette émission des responsables politiques, des élus, mais comme vous le savez, ils ne maîtrisent pas tout, ils ne savent pas tout, et dans la plupart des cas, ce sont des hommes de l'ombre qui travaillent, rédigent les dossiers, rédigent leurs discours, travaillent à la construction de leur programme, définissent leur stratégie, et ces bêtes de somme, en l'occurrence, sont souvent, évidemment, mal récompensées de leur talent. Et exceptionnellement, il y en a un qui a accepté de nous ouvrir ses mémoires, son cœur, peut-être, probablement, en tout cas de témoigner sur ce que sont les coulisses du pouvoir. Marie-Joseph Pinville, alors je vais essayer rapidement de résumer les 45 pages de votre CV en quelques lignes. Vous commencez par être enseignant après des études universitaires, mais bon, ça dure pas très longtemps. Et ensuite, vous devenez un homme du pouvoir, très jeune, puisque vous participez à la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, auprès directement du président. Ensuite, vous êtes conseiller spécial auprès du président Antoine Karam, qui a dirigé la région Guyane pendant de très nombreuses années, 18 ans. Ensuite, vous revenez à la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Quand il s'agit d'aller plus loin, vous dirigez le port de pêche du Larivot et le port de commerce de Desgades-des-Cannes. Vous devenez directeur général des services du port et de la chambre de commerce. Et surtout, vous présidez au passage auprès d'Antoine Karam de cette espèce d'approche des élections qui vont transformer la Guyane de région monodépartementale ou quelque chose comme ça en collectivité territoriale. Là c'est avec Rodolphe Alexandre. Et oui, non mais ouais. vous préparez ça quand même avec Karam, oui, hein, à l'époque. Vous interrogez sur les opinions des Guyanais, et ensuite avec Rodolphe Alexandre, dont vous êtes le directeur de cabinet, vous faites la transition pendant un an. En 2015. Et vous revenez à nouveau à la Chambre de commerce pour en être le directeur général des services, finalement. Et puis, vous nous direz ce qui s'est passé. Vous décidez de revenir dans votre pays, puisque vous êtes martiniquais. Vous êtes des Trois-Îlets. Les Pinville sont une grande famille du sud de la Martinique. Et tout de suite, pour aller au vif du sujet, une question de Mike Iras. Alors, Monsieur Pinville, je crois savoir que vous êtes rentré en Martinique depuis quelques mois. Depuis votre retour, qu'est-ce qui vous a marqué le plus positivement ou peut-être négativement sur la situation au sens large de la Martinique, que ce soit dans le domaine politique ou social, voire sociétal? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué positivement ou négativement, ou les deux? Alors, je vais d'abord répondre à M. Marajo et après à vous. Je vous en prie. Donc, j'ai décidé de revenir en Guyane, d'aller en Guyane, mais revenir en Martinique pour des raisons éminemment personnelles. Bon. Okay. Et un grand bien m'en a pris,
parce que je ne vais pas développer plus que ça, parce qu'on n'était pas dans une émission d'émotion, mais le 30 novembre, dans ma famille, il y a eu donc un départ. Donc, heureusement que j'aurais été donc en Guyane, j'aurais vécu peut-être ce moment un peu plus difficilement, bien que c'est des moments difficiles. Alors, pendant les 6 mois, effectivement, j'ai beaucoup écouté, j'ai consulté, parce qu'il faut comprendre, ça fait 32 ans, comme Mehdi l'a indiqué, j'ai quitté le pays Martinique, mais je revenais régulièrement, Ouais, je suppose, ouais. 4 ou 5 fois dans l'année quand même. Quand même, ouais. Et j'avais besoin de comprendre, parce qu'en 32 ans, même si vous revenez régulièrement, il y a des choses qui se passent. Et j'ai compris qu'il y a un pessimisme ambiant. Partout dans les bars, les taxis collectifs, on me parlait de ça. Un pessimisme que vous n'aviez pas mesuré lors de vos précédentes visites récurrentes. Non. Et alors, j'arrive à faire aujourd'hui la différence entre les chiffres qu'on peut donner sur l'insécurité et puis un autre qui est un vécu, le sentiment d'insécurité. C'est deux choses complètement. Et il y a des choses de très belles qui se réalisent en Martinique. Mais nos compatriotes n'ont pas cette perception. Et ça ne veut pas dire que tout va bien. Mais ils vivent aujourd'hui une situation où ils se disent ça va mal. Et plus on se dit ça, plus on sera dans une spirale où ça ira mal. Donc alors, il faut effectivement montrer ce qui va bien, et puis ce qui ne va pas bien, eh bien, il faudra le traiter. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de très beau, par exemple? Qu'est-ce qui, pour vous, va très bien, ou fonctionne très bien, ou est très bien? Alors, j'ai vu, par exemple, parce que c'est un secteur prometteur et puis d'avenir, j'ai vu donc, le développement donc, des activités touristiques. C'est une manne financière parce qu'un touriste qui arrive en Martinique, même si c'est un bateau de croisière, il va donc dépenser donc, de l'argent. Alors on situe ça entre 40 et 100 euros. Et même ceux qui ne souhaitent pas, M. Marajo l'a bien indiqué, originaire d'Étoisilé, donc de l'Anse-Mitan, ils prennent la vedette. Alors ça fait 7 euros aller-retour. Ils sont sur les plages, ils consomment, ils louent des pédalos. Donc, il y a donc, des dépenses dans le pays Martinique sur cette question. Et lorsque je suis parti, à part certains secteurs précis, comme la Pointe du Bout, ou avec les grands hôtels, ou dans le sud de la Martinique, ce n'était pas. Et puis, j'ai vu également donc, le développement, parce que maintenant, lorsque vous vous déplacez, vous recherchez un peu d'authenticité, les chambres d'hôtes qui se développent un peu partout. Ça, c'est un secteur prometteur, à mon avis. Registre du très bien, quoi, cette évolution dans le... Alors, après cette entrée en matière plutôt douce, on va peut-être aborder les sujets qui fâchent et qui vous concernent directement. Mike disait, vous êtes revenu à Martinique. Alors, on s'est un peu renseigné, évidemment. Vous avez, je le rappelais, touché au cœur du pouvoir, puisque en étant directeur de cabinet de deux éminentes personnalités guyanaises, vous avez eu également des rapports directs avec le pouvoir étatique. Aujourd'hui, quelle est la situation, votre situation, par rapport à l'ensemble de ces lieux de pouvoir? Est-ce que vous avez coupé toute forme de contact ou est-ce que vous continuez à influer? Il se dit que vous êtes directement branché sur l'Élysée, c'est vrai? Non, là, c'est des fantasmes. mais si vous voulez y croire, vous pouvez. Bon, mais, on dit que vous avez l'oreille d'un des principaux conseillers du président Macron, en l'occurrence
la personne qui s'occupe des dossiers outre-mer à l'Élysée. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est-à-dire que dans mes différentes fonctions, j'ai eu donc l'occasion donc de rencontrer les cabinets ministériels et les cabinets donc à l'Élysée. Et aujourd'hui, je peux me permettre de rencontrer donc ces cabinets parce qu'aujourd'hui, alors vous avez parlé donc de mon parcours, mais ma situation aujourd'hui, c'est celle d'un consultant. Donc il paraît que les éminences grises finissent tous consultants, mais en réalité, ils sont consultants dès le départ. Ouais, donc je suis consultant, donc j'accompagne donc des entreprises, des organismes, des collectivités. Donc des hommes politiques. Des élus. Des élus, mais des collectivités, en fait, sur un certain nombre de dossiers. Donc, et comme vous avez un répertoire et un carnet d'adresses épais comme ça rend les choses un peu plus faciles. C'est une légende. Ça commence à en faire beaucoup, là, entre les fantasmes. On verra que ces légendes, finalement, n'en sont pas, puisqu'on va avec vous, pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces coulisses du pouvoir. Alors, je vais faire comme Mike, je vais vous poser une question sur ce rapport avec le pouvoir. Aujourd'hui, après plus de 30 ans, c'est quoi le bilan? Qu'est-ce que vous en tirez? Vous sortez de là amer ou vous sortez de là avec une expérience que vous pouvez faire partager? Est-ce que vous avez aimé ça? C'est faire avancer les choses, en fait. Dans plusieurs domaines. Vous pouvez nous citer des exemples très concrets? Oui, par exemple, vous savez que le mouvement de 2009 en Martinique donc, et en Guadeloupe, l'origine c'est en Guyane. Ouais. Et la lutte contre la vie chère avait commencé donc, en Guyane en 2008, en novembre, et pour se terminer début décembre 2008. Les Guyanais réclamaient à ce moment-là, parce qu'ils avaient beaucoup souffert sur les questions de prix de l'essence qui augmentait, et ils s'étaient réveillés, et puis ils avaient demandé 50 centimes de diminution sur le prix du carburant. Eh bien, ça a été obtenu. Mais comparé à ce qui s'est passé en Martinique ou en Guadeloupe, les élus politiques ont participé. Ils n'étaient pas exclus des discussions. Et on était donc en relation directement avec le gouvernement donc, de l'époque. Et à l'époque, on discutait. Et on a pu donc obtenir sans casse. C'est-à-dire qu'on était arrivé à l'époque donc à contrôler ce qui se passait, c'est-à-dire les associations, il y avait un front commun, les associations, les syndicats, les organisations socioprofessionnelles et les élus politiques. Et chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui a été obtenu donc par la Guyane, c'est parce que ce front a été mis en place. Et est-ce que la population guyanaise à l'époque était aussi partie prenante de ce front-là? Ce qui s'est passé en Martinique en 2009, c'est que non seulement les leaders du mouvement, c'est-à-dire tout le segment syndical, s'opposaient à une implication, à une trop grosse présence des politiques, on va dire, classiques et traditionnelles. Est-ce qu'en Guyane, à contrario, la population guyanaise a été perméable et réceptive à une implication du politique, quoi? Les politiques étaient présents, ils avaient toute leur place. Ils se sont imposés, en fait. Non, ils ne se sont pas imposés. Non, ils ne se sont pas imposés. Vous allez un jour recevoir, je l'espère, Antoine Karam. On l'espère aussi. Antoine Karam, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose, qui est également sénateur. Il discute. Il envoie des émissaires, on discute. Et là, c'est naturellement que les élus étaient dans le mouvement donc, en 2008. Mais on a bien compris que l'histoire a un peu évolué, puisque les mouvements guyanais en 2016-2017
au moment juste avant l'élection présidentielle. Là, il y avait une espèce de méfiance vis-à-vis des politiques cette fois-là, avec le mouvement notamment des 500 frères. Alors, il y a une nouvelle légende, vous allez me dire, ouais, encore une légende. Il paraît que vous êtes un peu derrière tout ça, il paraît que vous êtes un peu l'instigateur du mouvement des 500 frères. En tout cas, vous étiez très très proche des 500 frères. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? C'est une légende aussi. Vous avez un petit carnet pour les J'ai relever. déjà fait 4 étoiles hein, sur les légendes. C'est une légende. C'est-à-dire que l'histoire donc des 500 frères, parce que vous voulez parler de ça. Oui, et beaucoup de Martiniquais s'interrogent sur votre capacité à obtenir 2 voire 3 milliards d'euros en Guyane et nous 0 centime. Alors, comment vous faites? Est-ce que c'est le savoir-faire du Martiniquais rebelle ayant quitté sa Martinique profonde pour aller aider les Guyanais, ou est-ce que c'est les Guyanais? C'est les Guyanais. Non, alors on va parler. C'est quoi le secret? On va parler donc des 500 frères et de l'histoire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Dans l'année 2016, 2 personnalités donc sont abattues. Un ancien conseiller régional et ancien membre de la chambre de commerce, commerçant de la place, qui est abattu chez lui. C'est-à-dire que des jeunes braqueurs donc pénètrent dans sa propriété, mais il n'arrive pas à pénétrer, et il est abattu sur sa véranda, mais il y a un grillage. Première émotion. Deuxième émotion, dans la foulée, un ancien conseiller général de Sinamari, qui a été donc secrétaire général de Walwari, le mouvement de Madame Taubira, et également, il est chez lui, en train de déjeuner avec sa famille, il entend du bruit, il se lève, il va à la barrière et il s'oppose à des jeunes qui voulaient braquer et il les tire. Il y a un mouvement donc de la société face à ces deux, le comité pour la sécurité en Guyane qui se met en place, là encore, unité socio-professionnelle, syndicats, associations, manifestations. En sécurité. Février, donc nous sommes en 2016. Février, il y a un jeune d'un quartier de Olisette qui se fait descendre devant une laverie pour sa chaîne et son portable. Et là, c'est un jeune d'un quartier populaire. Et là, il est d'une famille très nombreuse. Il vit chez une dame, pas citer de nom, mais ils sont 25 frères. Très nombreux et puis des balèzes, quoi. Parce que dans cette maison, c'est une activité donc, du quartier au niveau de Olisette. Ils se rencontrent pour faire des exercices physiques. Ils lèvent de la fonte. Et ils sont balèzes. Ils sont en forme. Donc ils se réunissent et puis décident un peu de venger Hervé. C'est Hervé Tomba. Bon. Puis après ils se disent bon, on va structurer ça un petit peu et puis ils décident de structurer ça. Et puis on était pendant la période. Je dis on va marquer les esprits. On met une cagoule. Et ils sortent un premier mercredi dans les rues de Cayenne. Ouais, forcément. La symbolique de la cagoule. La symbolique de la cagoule. Braquage. Ok, d'accord. Bon. Après, ils font un peu de ménage dans les quartiers, là où il y a les dealers, etc. Et puis, il y a une deuxième manifestation où là, adhésion de la population parce qu'ils deviennent donc des héros. Des modèles. Des héros. Des anges gardiens. Des anges gardiens. Ouais. Et là, boum, et les gens participent et font corps, les gens sortent. On va dire que M. Marajo, 500 frères, en noir comme M. Marajo. Bon, et là, il y a une adhésion. On part sur cette question, sur les questions d'insécurité. Et en mars, la manifestation donc, qui a été appelée, et d'abord, les gens descendent de la rue pour les questions d'insécurité.
Mais pour comprendre le contexte, pendant cette période, il y a des problèmes d'insécurité. Parce qu'à Cayenne, dans les rues de Cayenne, et au déclar et au commissariat, c'est 3 vols d'arrachage de chaînes par jour. On ne voit pas ce que... Ouais. Les socioprofessionnels ne vont pas bien. Vous avez des problèmes dans le bois, vous avez la réglementation, les problèmes forestiers. Et les socioprofessionnels se réunissent à la Chambre de commerce et interpellent le gouvernement et souhaitent avoir des réponses. Pas de réponse. Il y a une ministre qui vient, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui vient. Un rendez-vous est demandé par les socioprofessionnels. Ça a été traité avec un peu de mépris. C'est-à-dire, on a dit, bon, si vous voulez, vous socioprofessionnels, voir la ministre, venez dans le salon VIP de la Chambre de commerce. Bien sûr, les socioprofessionnels ont refusé. Donc, vous avez des problèmes d'insécurité, des problèmes de chômage, des problèmes où les socioprofessionnels vont très mal, où les carnets de commandes ne sont pas pleins, il n'y a rien. Tout ça fait que c'est un contexte particulier et on débouche sur la grosse manifestation de mars où 50 000 personnes sont dans la rue derrière les 500 frères. Alors la légende provient, je vais expliquer un peu la légende. Oui, parce que c'est pas vraiment une légende. Ouais, parce que si vous connaissez de manière aussi précise et aussi fine l'histoire, c'est que vous y avez joué un rôle. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes des quartiers sont organisés dans les 500 frères. Mais ça fait plus de 15 ans que j'interviens dans ces quartiers. Donc, voilà, lorsqu'ils passent, voilà. Oui, non, mais attendez. Vous intervenez à quel titre? Oui, parce que j'ai une association. Je suis d'ailleurs toujours président d'honneur de Kassialata. Kassialata, c'est une association des jeunes de quartier, des quartiers défavorisés, mais qui s'étend maintenant sur toute l'île de Cayenne et vous avez même des gens des communes. Mais c'est des jeunes qui au départ n'étaient pas dans le cursus normal, mais qu'on a intégré par le biais du carnaval et on faisait un certain nombre d'activités avec eux. Donc, c'est un groupe qui, lorsqu'ils sont pendant le carnaval, alors il y a la partie, on va dire, bien costumée devant. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume, mais ils ont adopté Kassialata et ça se termine par les jours gras. Il y a 2000 personnes qui sont derrière Kassialata. Voilà. Une association en Guyane qui arrive à mobiliser 2000 personnes, ça pèse un peu, non? Mais alors, ils se sont appelés, c'est baptisé, donc les voltigeurs. C'est-à-dire qu'ils sont... Et il y a un dossier, alors chaque année, avant le carnaval, on réunit cette association pour voir comment... Donc, c'est l'un des rares groupes à avoir devant, derrière, au milieu. Non, la police et la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu turbulents. Ils sont un peu turbulents. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes quand même le président d'une association de turbulents qui regroupe 2000 personnes. Président d'honneur. Président d'honneur, oui, c'est ça. Et derrière tout ça, vous nous racontez l'histoire, mais comment un mouvement qui est d'abord un mouvement de protestation, on va dire ça comme ça, populaire évidemment, réussit à contraindre un gouvernement qui a toutes les difficultés à boucler son budget, à lâcher plusieurs milliards d'euros et à contraindre le président qui est élu juste après à confirmer les promesses du gouvernement précédent. Parce que c'est une question de rapport de force. Alors, vous avez un pays qui était bloqué pendant 6 semaines. Nous, on a déjà bloqué ce pays-là pendant plus de 6 semaines. Hein. On n'a pas obtenu ce que vous avez obtenu. C'est quoi la différence? C'est la croissance démographique, par exemple? Alors, ça peut être plusieurs facteurs. Bon, il paraît que c'est la fusée. Il y a la fusée. Les intérêts, donc, de la France pour la Guyane sont très certainement, à mon avis, supérieurs aux intérêts de la France
pour la Martinique. Nos amis martiniquais vont verser une larme, là. Non, parce que vous avez donc un pays de 84 000 km. Alors, traduire ça autrement. L'attachement de la France à la Guyane, 80 000 km², Non, mais- serait, selon vous, un peu plus important que pour 1000 km² sans intérêt stratégique majeur. Non, mais Sans pétrole, non, vous avez, lorsque je dis ça, c'est l'aspect, vous avez plusieurs. L'aspect stratégique, Oui. la fusée. Oui. Alors, je vais vous faire un petit schéma, mais il y a de l'or au Venezuela. Non, alors, de l'or au Venezuela. Il y a au Guyana, au Suriname. Il y en a beaucoup en Guyane. Bon. Oui. Vous avez donc du pétrole sur tout le plateau des Guyanes et puis également donc au Brésil. Donc ça nous étonnerait fortement qu'il y ait un saut de puce et qu'il n'y en ait pas donc... On sait qu'il y a du pétrole au large de la Guyane, Voilà. tout le monde le sait. Donc en termes d'intérêt, la forêt guyanaise, c'est la caution écologique donc, de la France. Donc vous avez donc à un moment, on doit se dire bon, faut pas que ça dérape. Voilà. Attendez, allons plus loin là. Oui. Allons plus loin, parce que ici, les gens ont du mal à formaliser ou verbaliser ce genre de petites phrases. Vous qui êtes au cœur du système, il faut pas que ça dérape. Ça veut dire quoi exactement? Mais vous avez un pays qui est bloqué pendant 6 semaines. Et puis avec une organisation. C'est-à-dire que vous avez des barrages partout dans le pays. C'est pas quelques barrages, c'est partout dans le pays. Et puis la population donc, est en train de s'organiser. Vous pourriez donner des leçons aux Gilets jaunes, en fait, c'est ça? Non? Parce Non. qu'ils sont pas très efficaces, globalement, hein, par rapport à vous. Je sais pas, chacun mène ses expériences comme il veut. Mais pour la Guyane, il y a une capacité d'organisation donc, qui est très forte. Est-ce que vous seriez à même de nous avouer, là, que finalement, ça a été une grosse manipulation et que derrière, ceux qui tiraient les ficelles, c'était quand même les politiques? Non. Les politiques n'ont pas... Chacun avait des enjeux particuliers dans cette mobilisation. Une mobilisation donc, qui est partie sur les questions d'insécurité. Mais les socioprofessionnels donc, avaient des intérêts très forts. Par exemple, les pêcheurs étaient dans la bataille. Les pêcheurs, tout le monde le sait, donc je peux le dire, il faut alimenter donc, les barrages en poissons, par exemple. Mais pourquoi? Mais parce que ils sont combattus aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions par la pêche illégale, par les Surinamais et les Brésiliens. Ils ne peuvent pas pêcher. Lorsque je suis arrivé en Guyane, ça fait 30 ans, les clandestins se contentaient de lever le filet des pêcheurs guyanais. Quand vous dites les clandestins, ce sont des pêcheurs qui viennent du Suriname et et du Brésil. Du Brésil, Ouais. ils levaient. Maintenant, ils ne veulent plus travailler comme ça. C'est-à-dire qu'ils attendent que les pêcheurs guyanais aient terminé la moisson et ils braquent pour prendre le poisson. Le Oui, poisson, carrément. Oui, puisque c'est beaucoup plus À la facile. Kalachnikov, en fait. Ils sont armés. C'est- Là, c'est pas une légende. Là, c'est pas une légende. Après, ces pêcheurs, les normes européennes imposent de pêcher à une certaine profondeur, notamment pour la crevette. Eux, ils rentrent au fond pour pêcher parce qu'ils ne respectent pas les normes. Et Ils se rapprochent des côtes, en fait. Ils se rapprochent des côtes, notamment pour la crevette. Et puis, lorsqu'ils sont poursuivis, ils rentrent dans la mangrove. Les bateaux donc, de policiers ne peuvent pas faire ça. Bon, alors on pourrait multiplier. C'est également le cas pour les orpailleurs. Les orpailleurs sont légaux, sont concurrencés fortement par les Garimperos. Donc, Pour nos téléspectateurs, chercheurs les d'or. Garimperos, ce sont les chercheurs d'or clandestins et qui viennent du Brésil. essentiellement. Du Brésil. Donc, et c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que c'est des questions qui se règlent également au P38, c'est un revolver. Donc, Vous êtes en train de nous décrire un pays, Far West tropical. Far West. un pays du Far West. dans la forêt guyanaise, il faut être costaud. J'ai l'impression qu'il faut être davantage que costaud. Hein.
Parce que en fait, ici, on retrouve peut-être les victimes de règlement de compte. En Guyane, il semblerait qu'on les retrouve pas du tout. Mais peut-être qu'il n'y a pas de règlement de compte. Faut éviter de dire ça en rigolant. Par contre, je sais que c'est pas facile, mais ce genre de phrase-là, faut éviter. Faut la tenir jusqu'au bout. Alors, Restons en Guyane avec Mike. Alors, je vais rester fidèle à la tradition que j'ai installée dans cette émission, à savoir que j'ai une double interrogation, une double question. Alors, nous, Martiniquais, sachant que nous n'avons a priori, jusqu'à nouvel ordre, ou jusqu'à nouvelle découverte, pas de pétrole, pas d'or, pas de diamant, pas de croissance démographique exponentielle, vraiment loin s'en faut, notre levier en cas de tentative de rapport de force avec l'État, quel serait-il? Et d'autre part, vous avez dit en début d'émission, et ça m'a interpellé, que vous vous étiez donné, depuis votre retour en Martinique, un certain nombre de mois pour observer, pour comprendre certaines réalités, certaines situations. Qu'est-ce que vous n'avez toujours pas compris? Est-ce qu'il y a un élément, une situation, une réalité martiniquaise que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez toujours pas comprise? Alors, c'est pas que j'ai pas compris, mais j'aime prendre le temps pour comprendre. Ok. Donc, ce temps n'est pas terminé. Ok. Qu'est-ce qui vous reste à non, mais explorer? À un moment, vous avez une pensée sur la maturation de ce qu'il y a à faire. Donc, pour l'instant, je continue à écouter, à me renseigner, à poser des questions, oui. Alors, on va peut-être sur ma première question, notre levier à nous, c'est quoi? En cas de tentative d'instauration d'un rapport de force avec l'État. C'est la mobilisation populaire, elle n'est pas trop au rendez-vous. En tout cas, pas depuis ce dont on va fêter l'anniversaire là dans quelques jours, à savoir la mobilisation Par contre, en 2009, ce qu'on m'a dit, c'est que beaucoup de Martiniquais sont encore traumatisés. Oui, c'est le mot qui revient souvent. Voilà. Traumatisé par quoi? 2009, par les conséquences et les résultats. Les conséquences financières, par exemple. Et sur les entreprises. Alors, les entreprises ont pris beaucoup de temps donc, à se relever. Certaines ont complètement Les conséquences financières, c'est 6 milliards de pertes, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de PIB. Et ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, mais je vais poursuivre, c'est que les 200 € ne sont peut-être pas allés là où on le souhaitait. C'est-à-dire? Pas dans l'économie. C'est plus passé dans la consommation qu'autre chose. Votre regard sur ça, sur février-mars 2009 en Martinique, parce que vous le disiez, vous avez forcément suivi ça même un peu de loin, quoi, en Guyane. Finalement, vous en pensez quoi? Au-delà des chiffres évoqués par Eddy, c'était une perte de temps, ça s'est avéré stérile, c'était... Une mobilisation, si le peuple se met en marche, c'est pas un clin d'œil au parti de la majorité. Présidentiel. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des raisons. Oui. Maintenant, c'est quelle est la suite qui est donnée à un mouvement populaire? Si c'est pour aller aux élections, ça n'a pas grand intérêt. Mais si c'est pour améliorer le quotidien donc, de ceux qui ont participé, oui, ça peut. Mais il faut une direction. Et peut-être que ce pas, c'est-à-dire que, petite analyse, ça, vous êtes plus politique que moi sur ces questions. Ouais, alors on a un doute. Là, c'est une légende. Vraiment, ça c'est la nôtre. Ça c'est la nôtre. C'est-à-dire que la lutte syndicale ou les luttes démocratiques font partie d'un tout qui est donc sur l'aspect politique des choses. C'est-à-dire que pour passer à un autre stade, il faut prendre la voie politique. Pas la voie des élections, mais la voie politique. Et si vous ne prenez pas donc cette voie-là, eh bien, le mouvement que vous avez mené va rester lettre morte. On a oublié de rappeler que vous étiez quand même un militant, puisqu'on est entre nous, hein, oui, un militant d'extrême gauche, en tout cas proche des mouvements d'extrême gauche, quand vous étiez jeune, mais vous restez relativement proche de ces mouvements-là. Et alors on va peut-être aborder une autre légende. On s'est laissé dire que vous étiez quand même revenu en Martinique parce que vous avez été sollicité
allons mettre les pieds dans le plat par Alfred Marie-Jeanne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? C'est une légende également. Il n'a pas... Une petite croix, il dit. Une petite croix, oui. C'est-à-dire que il y a eu des discussions. Et puis, très simplement, donc, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais il vous a proposé de travailler ensemble. On discutait. On Oui, mais discutait. Quand on discute, il y a quelqu'un qui prend l'initiative de la discussion. C'était vous ou c'était lui? Les deux, on va dire. Après, vous êtes rencontrés dans un bar et puis vous avez... Non, on s'est rencontrés à plusieurs occasions. Et puis, j'ai fait part de mon souhait à cette époque de revenir chez vous. Revenir. Et il a saisi l'opportunité. Et puis, bon, vraiment, les conditions n'étaient pas réunies. Mais N'allez pas nous faire croire que c'était des conditions financières. Ça peut pas être ça. C'était Non. probablement des conditions d'exercice de vos fonctions. l'exercice, non, mais l'exercice donc de la fonction de directeur de cabinet, il faut. Il s'agissait de la Ouais, direction de mais cabinet. ça se précise. On a été un peu plus loin quand même. Non, mais Donc finalement, c'est pas une légende. Non, mais très rapidement, bon, là, bon, les conditions donc n'étaient pas réunies pour qu'on puisse travailler. Et bien, on a arrêté notre discussion. Quels sont les points communs que vous avez avec Alfred Marie-Jeanne? Qu'est-ce qui vous rapproche de lui? On s'est croisés pour la première fois en 1974. Oui. J'étais jeune lycéen. Et lui, jeune maire. Et lui, jeune maire. C'est-à-dire qu'il soutenait donc les ouvriers agricoles, Et je commençais donc à m'intéresser au sort des plus démunis. Et la lutte de février 1974 pour une journée de travail à 35,46 €, ça me parlait. Et ça m'a d'autant plus parlé que l'image que j'ai toujours, c'est celle des leaders de ce mouvement, Madame Cabrimol, qui vient donc au lycée, après donc l'assassinat donc de Chalvet, pour nous galvaniser, pour qu'on puisse participer. Donc depuis là, et puis après, on a toujours donc échangé, c'est-à-dire que sur tout ce qui se passait donc en Guyane, on a toujours donc échangé régulièrement au téléphone. Donc, Mais vous faites preuve quand même d'un œcuménisme à peu près total en matière politique, puisque vous avez été le directeur de cabinet d'un socialiste. Vous avez été le directeur de cabinet de quelqu'un dont on ne sait pas vraiment où il se positionne, Rodolphe Alexandre. À gauche, à droite, proche de la droite quand même. Soutien de Nicolas Sarkozy. En 2007. Et puis, vous avez de très très bonnes relations avec les autres partis de l'échiquier politique martiniquais. Vous avez déjà rencontré des gens du PPM. Vous rencontrez des gens de droite. Finalement, vous vous situez où sur le paysage politique? Cette souplesse-là, c'est une obligation quand on a les fonctions qui ont été les vôtres? non, alors, j'espère pour vous Ah oui, c'est un bon début. que vous êtes des hommes libres. Et que vous pouvez, Tant que faire se peut. que vous pouvez discuter avec qui vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'on respecte vos opinions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme hier, je me permets, je ne demande à personne autorisation de discuter avec des gens de gauche, de droite, des nationalistes. Ce que je considère important, c'est de voir ce qu'ils ont dans le ventre pour faire avancer les choses. Ça fait 2 fois que vous dites faire avancer les choses. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, est-ce que vous êtes satisfait, M. Marajo, de la situation du pays où il y a un tel taux de chômage? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que tous les maires qui ont rencontré donc, le président de la République aujourd'hui ont parlé des questions de cherté de la vie? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement qui est fait concernant la catastrophe sanitaire, concernant le chlordécone? Donc les Martiniquais ont raison d'être inquiets finalement, contrairement à ce que vous disiez au début de l'émission, sur ce climat un peu anxiogène, pessimiste,
Là, on n'est plus dans le registre du très bien, là, que vous évoquiez. Ah non, mais vous m'avez demandé de vous trouver quelque chose qui marche. Je vous ai trouvé. D'accord. Mais je peux vous... Rassurez-nous, c'est le seul dossier qui trouve grâce à vos yeux? Non. Mais vous m'avez demandé de trouver. J'ai trouvé. Mais concernant donc, la situation en elle-même du pays, on peut faire mieux. Est-ce que vous êtes hostile ou vous seriez hostile à travailler avec quelqu'un d'autre qu'Alfred Marie-Jeanne? Parce que vous nous dites, bon, on n'a pas réussi à s'entendre sur les conditions d'exercice de la fonction de directeur de cabinet. Enfin, c'est vous qui l'avez dit. Si Letchimy passe et puis vous fait une proposition similaire, parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est que vous êtes un homme libre et que vous êtes capable de discuter avec tout le monde. Est-ce que vous êtes capable de travailler avec tout le monde? Alors, aujourd'hui, j'ai pris notre voie, M. Marajo. Oui, vous êtes consultant. Je suis consultant. Et là, je suis encore 2 fois plus indépendant. Oui, puisqu'il y a une composante financière dans consultant. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai appris pourquoi j'ai pu durer, on va dire. On trouve extraordinaire que quelqu'un puisse rester directeur de cabinet de quelqu'un pendant 12 ans, par exemple, avec Antoine Karam. 12 ans officiellement, mais plus que ça. Et même aujourd'hui, on continue donc à travailler ensemble. Bon. J'ai l'impression que les légendes commencent à s'effondrer. Parce que ce que vous avez à savoir, c'est que moi, j'ai bien intégré quelque chose. Je suis un conseiller. Vous savez ce qu'on dit des conseillers en Martinique? Oui. Oui, vous savez, mais justement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais voilà, je conseiller, je vous assiste, je vous donne. Maintenant, j'ai intégré que la prise de décision vous appartient. Ce que certains n'ont pas intégré. Ça veut dire que vous conseillez, je vous fais des notes, vous dites voilà. Maintenant, si vous faites le contraire, mon ego n'en prend pas un coup. Et certains ne peuvent pas parce que ils sont complètement choqués. Oui, il va pas coûter moins, machin. Non, moi, je n'ai pas conseil. Maintenant, après, si la décision que vous avez prise, il y a des conséquences négatives, je ne vais pas fanfaronner pour dire, tu vois, tu n'as pas écouté ou vous n'avez pas écouté. On va revenir et puis on va essayer donc de solutionner les difficultés qui se sont créées. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été contraires à vos suggestions, qui ont eu des conséquences négatives importantes? Est-ce que vous pourriez nous citer quelques catastrophes? Non. S'il vous plaît. Non, mais là ça fait partie donc, du secret professionnel. Je ne vais pas vous parler de ça quand même. Alors si moi j'en vous cite quelques-unes, vous me direz si c'est. Mais je ne vais pas répondre. Le cas. Vous n'allez pas répondre. Non. Parce qu'il y a quand même en Alors, matière... je voulais revenir sur 3 points quand même. Vous avez dit Antoine Karam, socialiste. Non. Vous vous trompez complètement. Non, socialiste au sens noble du terme. Hein. Non. C'est pas un homme de droite, Antoine Karam. C'est pas un homme de droite, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut plus de responsabilités pour les élus de Guyane. Oui, au fait, au départ, c'est quand même un socialiste. Non, au tout début, non, parce que, alors, je vais vous renvoyer à vos écrits. D'accord. Antoine Karam, donc, a été un militant, un dirigeant de l'UTG, c'est le syndicat donc, nationaliste donc, des travailleurs. Antoine Karam, lorsqu'il a été étudiant, était un dirigeant de l'UEG qui avait adopté le mot d'ordre d'indépendance nationale. Et donc, Antoine Karam est un des signataires, comme vous le savez, de la déclaration de Basse-Terre avec Lucette Michaud-Chevry et Alfred Marie. Il a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin, hein, quand même. Non, mais vous allez l'interviewer, vous allez voir. On va le faire venir. Voilà, on va organiser ça et vous allez voir. Rodolphe Alexandre a fait du Macron avant la lettre. ni gauche, ni droite. Ouais, c'est-à-dire que sur sa liste, et à la municipalité donc, de Cayenne, mais après sur les régionales, vous aviez donc des nationalistes, vous avez des socialistes, vous avez des ex-PG, vous avez des démocrates, et vous aviez 3 ou 4 personnes de droite. Quel que soit le pouvoir en place, M. Marajo,
il faut pouvoir discuter avec eux. Vous allez, c'est-à-dire que vous Cette allez... ligne pragmatique que vous êtes en train de nous dessiner, vous... En gardant vos convictions. Hein, ouais. Ah, voilà. Justement. C'est la question que j'allais Ouais, vous ouais, poser. mais ouais. Quel que soit le pouvoir en place, il faut pouvoir discuter avec lui. C'est-à-dire que Mais vous ne fermez pas la porte. Vous fermez pas la ça porte. demande quand même quelques sacrifices. Vous ne Non. croyez pas? Non. Parce que... Est-ce que vous seriez prêt? Attendez, je vais vous dire. Le pouvoir est obligé de discuter avec les hommes forts de nos pays respectifs. Comment vous le savez, ça? Comment vous pouvez en être convaincu, vous qui nous dites que c'est une légende, qu'on puisse imaginer que vous êtes aussi du côté, ou que vous avez l'oreille du pouvoir présidentiel? Mais j'ai pas l'oreille présidentielle. J'ai pas l'oreille du pouvoir présidentiel. C'est-à-dire que, sachant un certain nombre d'activités que j'ai pu mener, on peut m'interroger sur des choses. Mais bon, ils sont pas obligés de... J'adore votre sourire. La légende s'épaissit. J'adore votre sourire. Et alors, tout à l'heure, il dit vous a situé à, je cite, à l'extrême gauche. Est-ce que vous avez été, comme on dit, membre ou encarenté dans des formations d'extrême gauche ou indépendantistes, que ce soit en Martinique, en Guyane ou dans l'Hexagone ou ailleurs? Alors, donc, là, j'ai été militant donc, de la GEM. OK. L'association générale des étudiants martiniquais. Okay. J'ai été militant donc avec Francis Carole d'ailleurs. Nous avons participé à la création de l'Organisation nationale des étudiants martiniquais ici. D'accord. J'ai été militant donc d'ALCPJ, c'est-à-dire c'est un lot chemin pour la jeunesse qui dépendait du groupe AC Pléranolité. Okay. J'ai été animateur d'AC Pléranolité. J'ai été militant. Les croix. Je vais pas envoyer votre CV. Mais c'est là, il n'y a rien à cacher. Antoine Garam en a parlé. Ok, continuez. J'ai été militant donc, et responsable du Conseil national des comités populaires. CNCP. Oui, mais je ne m'en cache pas. Vous êtes toujours indépendantiste, là. Au moment où on parle, comme on dit. Alors, j'emploie pas ce terme. D'accord. Mais je souhaite, j'ai déjà parlé de ça, je souhaite beaucoup plus je pense que le pouvoir de décision devrait être décentré, devrait être en Martinique, pour un certain nombre de choses. Et puis, l'autre aspect que j'ai compris... Avec l'âge? Non, j'ai compris dans les discussions... Vous êtes un homme de dialogue, en fait. Hein. Vous pouvez pas, si vous êtes trop en avant-garde, vous n'êtes plus l'avant-garde de rien du tout. Pas faux, c'est pas faux. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire... Alors répondez, désolé. Donc vous avez répondez quand même à la question. Pour la biographie souverainiste. Vous m'aviez dit que c'était pas le bon terme, indépendantiste. Non, c'est pas le bon terme. C'est lequel le bon terme? Celui qui vous convient le mieux? Moi, j'allais plus dire un nationaliste. Un nationaliste. Oui. En sachant que le terme est un peu controversé. Un peu connoté, quoi, péjorativement. Non. Il y a des mouvements d'extrême droite qui revendiquent le nationalisme. Aussi. Mais... Vous seriez capable de leur parler, cela? Alors, je vais vous Votre dire souplesse va jusque-là? Ça dépend. Ben c'est déjà pas mal. Ça dépend. Il y en a qui disent non, là, ça dépend. Je vais vous dire que sur la plage de Los Mitans, j'ai discuté dernièrement avec 2 gilets jaunes. Oui. Mais très rapidement, j'ai compris... Gilets jaunes blancs? Gilets jaunes blancs. D'accord. Faut préciser. Sortant de France. Ok. D'accord. J'ai bien compris qu'ils étaient complètement dans le mouvement de Marine Le Pen. Rassemblement national. Et pourtant, on a pu discuter. Donc, je n'ai pas dit qu'on va faire un bout de chemin, mais on peut discuter. Est-ce que la fréquentation, j'emploie le terme à dessein, des Amérindiens a forgé cette conviction que le dialogue est fondamental? Pas seulement les Amérindiens, également donc les Bushinengués, c'est-à-dire les Noirs marrons, parce que l'histoire de la Guyane est celle de combattants et de gens qui ont refusé donc l'esclavage et qui sont allés se réfugier sur le fleuve Maroni, hors d'accès donc des colons. Et ils ont reconstruit sur le fleuve Maroni les tribus et le mode de fonctionnement africain. Donc, ils sont dans leur tête des hommes libres ou des hommes du fleuve. Et par exemple, la frontière qui existe entre le Suriname et la Guyane, pour eux, ce n'est pas une frontière.
C'est une zone de communication. Le fleuve, c'est une zone de communication. Et ils sont, en fonction de la saison des abatis, donc de la culture principalement du manioc, ils sont ou côté Guyane ou côté Suriname. Et puis ce qui m'a forgé, c'est mes relations donc, avec les Kanaks, et notamment avec les sénateurs coutumiers. Je suis allé plusieurs fois donc, en Nouvelle-Calédonie. Les sénateurs coutumiers, qui sont les chefs coutumiers, donc, sont venus plusieurs fois donc, en Guyane. Je continue donc, à avoir donc, des relations avec eux. Et ça vous permet donc, de vous forger... De manière très concrète, est-ce que ces sénateurs coutumiers on vous ont fait passer des messages que vous gardez aujourd'hui comme étant des préceptes forts que vous appliquez au quotidien? Oui. Lesquels, par exemple? Par exemple, je le dis assez souvent, un jour, donc, et ça on le retrouve donc, chez les coutumiers guyanais, et ils peuvent vous dire que la montre, c'est à eux, le temps, c'est à nous. Oui, on voit les choses autrement après ça. Très bien. Restons un petit peu dans ce cercle du pouvoir. Vous avez connu des hommes politiques qui ont eu des destins un peu controversés, voire un peu tragiques. L'un d'entre eux est l'ex-maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous, Martiniquais, on a été impliqués dans cette affaire parce qu'il a été jugé en Martinique. Mais un certain nombre d'observateurs se posent encore la question, comment quelqu'un qui est jugé et condamné peut rester libre aussi longtemps? Est-ce qu'il tient cette espèce de privilège de son statut d'élu? Et à l'inverse, comment, de manière aussi brutale, il peut être incarcéré? Parlez-nous de cette histoire, parce qu'on a, des interrogations. Il faut poser donc, la question donc, aux juges et aux magistrats qui vont vous dire le droit sur... Moi, ce que je sais, c'est que le maire de Saint-Laurent est particulièrement donc, aimé par sa population. Et il a été donc, régulièrement réélu à toutes les élections. En dépit de ses problèmes juridiques. En dépit de ses problèmes. Le deuxième point, c'est qu'il est extrêmement lucide sur le pays. Et il m'a dit un jour après la consultation de 2010, je me souviens que j'étais allé le voir. Alors rappelons quand même, Oui. c'était une consultation pour le choix entre le 74 et le 73. Oui. Et puis derrière, ça a été une deuxième consultation entre fusion département-région ou non. D'accord. C'est ça. Et il m'a dit, Marie-Joseph, on avait la possibilité de choisir entre être un chien maigre en liberté et un chien gras en laisse. On a choisi d'être un chien maigre en laisse. Succès total. Et vous avez souri, évidemment, et vous avez partagé cette opinion ou pas? Il faisait son analyse de la réalité guyanaise. D'accord. Il avait la montre, vous aviez le temps. Très bien. Quand vous revenez en Martinique et que probablement vous avez été un peu déçu de la fin de cette espèce d'idylle potentielle avec Alfred Marie-Jeanne, je ne sais pas, en fait, moi je vous pose la question, à quoi allez-vous consacrer votre temps dans les années qui vont venir? Alors, je vous reprends, il n'y a pas de fin d'idylle avec le président Marie-Jeanne. Non, je parlais de l'idylle potentielle. Non, le travail. Non, mais non. On peut se voir, on s'est rencontrés donc dernièrement, nous avons discuté. Je vous avais proposé, j'étais en train donc d'accompagner donc le jeune député Lénaï Cadan qui était ici parce qu'on était en train de travailler sur un projet. On a rencontré député de l'Ouest guyanais. De l'Ouest guyanais. La majorité Présidentielle. Il se présente plus comme député guyanais, c'est-à-dire... Oui, bon, ça, c'est ce qu'il dit, quoi. Non, c'est pas ce qu'il dit, parce qu'il arrive... Mais il siège où? Il arrive
régulièrement, donc à l'ENAIC, donc de s'opposer à des décisions qui ne correspondent pas à la réalité guyanaise. Donc il vote pas, ou il s'abstient, il vote contre. Mais bon, il siège dans la majorité présidentielle. Si vous préférez. Oui, Oui. Mais ce n'est pas un godillot et c'est pas un béni oui. Est-ce que la vision que vous avez des choses n'est pas propre à la position j'allais dire, de ces éminences grises qui durent très très longtemps, vous nous l'avez rappelé, qui tient de la jésuistique d'un côté, enfin, en Martinique on dit c'est si long, et puis de l'autre côté du pragmatisme féroce. Est-ce que votre capacité de survie tient à ça? Non, ça tient plus, à mon avis, à la force de mes convictions. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, je préfère ne pas les faire et je vous dis non. On a l'impression qu'elles ne sont pas très nombreuses. Ah non. Le nombre de choses que vous ne pouvez pas faire. Ah oui, faut pas croire. Hein. C'est-à-dire que vous allez donc interroger, je vais vous dire, Antoine Karam. Décidément. Il va vous dire que travailler avec moi, c'est pas facile. Ouais. C'est peut-être pour ça que finalement vous avez pris du recul vis-à-vis d'Antoine Karam. Je parle du travail au quotidien. Je parle du travail au quotidien. Non. Vous êtes quand même allé travailler avec Rodolphe Alexandre, qui est pas un super pote d'Antoine Karam. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Non, vous vous trompez. Ah bon, mais allez, rectifiez-nous. Rectifiez, c'est-à-dire qu'au moment donc, où Rodolphe Alexandre donc, m'a demandé donc, de venir travailler avec lui, je suis allé voir donc, Antoine Karam, et je lui ai dit, Antoine, est-ce que... Non, il faut aller l'aider. Ça ne veut pas dire qu'ils sont potes. Hein. Ils sont potes, ne vous inquiétez pas. Bon, ils savent se retrouver lorsqu'il faut. Okay. Très bien, question de Mike. Est-ce que le nationaliste que vous êtes dans sa réflexion depuis qu'il est rentré en Martinique il y a 6 mois, oui. Est-ce que cette réflexion a porté aussi sur la situation du mouvement nationaliste en Martinique? Oui. Je vous pose cette question parce qu'au moment où sera diffusée cette émission, dans sa première diffusion, le député Jean-Philippe Nilor va lancer officiellement son mouvement ou son parti politique dont on ne connaît pas encore le nom. Et c'est, bon, M. Nilor, comme vous le savez, celui qui a été présenté pendant de nombreuses années comme la relève, le fils spirituel, politique d'Alfred Marie-Jeanne, etc. Votre regard sur ça, est-ce que pour vous, ça contribue à une sorte d'affaiblissement ou d'éparpillement du mouvement indépendantiste, nationaliste martiniquais? Quel est votre regard sur ça? Est-ce qu'on a le droit de rajouter une partie dans la question? Est-ce que vous serez invité? Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous serez au Robert dimanche? Ce dimanche? Oui, ce dimanche. Non. Vous n'avez pas été invité? J'ai été invité. Ah. Mais vous n'avez pas. Mais j'ai été invité ailleurs aussi. Donc vous serez ailleurs? Non plus. Ok. Non plus. Non, parce que... Quand vous dites ailleurs, c'est dans des agapes concurrentielles. Non, je vais vous expliquer. Dites-moi. Vous avez bien raison de dire que on ne traite pas de façon politique, à mon avis, ce qui est appelé dans les manuels marxistes les contradictions principales et les contradictions secondaires. C'est-à-dire? Ce qui signifie qu'il faut aujourd'hui donc déterminer quel est notre adversaire principal. Okay. Si notre adversaire principal, c'est nous-mêmes, on se bat donc entre nous, ce n'est pas la peine. Et aujourd'hui, à tous ceux avec qui je connais, je leur dis, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train d'affaiblir en vous divisant, parfois pour des questions d'ego, la capacité donc, d'innovation donc, du peuple martiniquais. Les deux intéressés, c'est-à-dire M. Nilor et Marie-Jeanne, sont sensibles à cet argumentaire-là? À qui ce message? Vous qui êtes en communication avec beaucoup de... prioritairement adressé déjà? Non, mais à tous ceux que je rencontre. Mais les deux intéressés, M. Nilor et Marie-Jeanne, sont sensibles à cet argumentaire unitaire. Vous les avez rencontrés sur cette thématique-là? Je discute. Vous discutez? Non, je discute. Je discute. Et ils sont réceptifs?
Ils entendent. Ils entendent. Mais ce qui est Ils dommage, entendent. c'est qu'il n'y a pas de fleuve en Martinique. Sinon, Ouais. vous les auriez emmenés sur le fleuve Fleuve magique. Où le temps n'a pas de... de prise. Mais De ça, cet éparpillement potentiel, ça Ça contribue nous affaiblit. à... Ça affaiblit, quoi. Ça nous affaiblit en Martinique. Est-ce que vous considérez que ce jugement concerne la création de nouveaux partis politiques par Jean-Philippe Nilan? Est-ce que vous croyez que le fractionnisme, c'est un mode de renforcement? Il va aimer ça, je pense. Le Non, fractionnisme. mais attendez, mais à tout niveau. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde donc la situation des différents partis, chacun sort et puis... Mais vous étiez adepte du fractionnisme à l'époque. Pourquoi? À quel Parce niveau? que le CNCP, Oui. c'est l'émanation d'autres mouvements. Non. Attendez, Non. oui, Mais c'est un non, non, mouvement non, qui a non. été créé. Le Attendez, c'est un Palima mouvement est né d'une crise au CNCP. mais non, mais attendez. Le CNCP, c'est une émanation, effectivement, c'est une émanation, mais c'est une émanation dans une espèce d'environnement où il y avait une multiplicité de petits mouvements d'extrême gauche. Alors, c'est pas des mouvements d'extrême gauche. Alors, on va parler. Donc ça, et ce livre est très bien. Le livre d'Édouard de Lépine est très bien sur ça. Alors, c'est vrai que c'est... Mais c'est pas le moment, on y viendra. Il est un peu gros, mais... C'est au contraire, le CNCP, historiquement, c'est au contraire le regroupement de petits mouvements politiques. Ils étaient vraiment tout petits. hein. Mais non, parce que vous aviez à l'époque donc, le GAP, le groupe d'action prolétarien, le groupe Septembre 70, les Marronneurs. Donc vous aviez... Est-ce qu'on peut parler de groupuscules sans que ça soit péjoratif? Et Diva Non. bientôt parler de cabine téléphonique. À mon avis, c'est imminent. Mais non, parce que on va renvoyer dit à des études. Chacun Oui. intervenait, certains intervenaient dans le milieu d'ouvriers agricoles, certains ouvriers dans la paysannerie, Oui. certains faisaient donc des luttes démocratiques, certains intervenaient en milieu lycéen, d'autres intervenaient en milieu étudiant. Et tous, ils se sont retrouvés à un moment, en février 1974, à travailler ensemble. Et c'est ce qui a créé un déroulement qui a permis, après la grève de février 1974, d'abord la création de l'UTAM, l'Union des travailleurs agricoles de Martinique. Après, vous avez eu la création de l'Union des paysans pauvres de la Martinique. Après, vous avez eu la création du mouvement de la jeunesse en Lot-Chimay pour la jeunesse. Et puis, vous avez une multiplication. Et tout ça, ça a fait que... Donc, c'est pas un fractionnisme, c'est un regroupement. Tout à fait. Mais bon, je pense que Jean-Philippe Nilan va apprécier le De fait... quoi? De quoi? Attendez. Il va apprécier le fait que vous ayez taxé, entre guillemets, Non, mais c'est vous. son initiative de fractionnisme. Non, c'est vous qui voulez voir ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que d'autres font? Ils ne sont pas on se met ensemble pour travailler ensemble. Oui. On part à gauche et à droite, etc. Vous condamnez ça? Ça nous affaiblit. Très bien. Regardez, mais attendez, mais si vous regardez l'histoire, au moment où certains militants sortent du MIM pour aller créer le Modémas, d'abord, ils vont d'abord à la Sopamar et après, ils font le Modémas. Vous appelez ça quoi? Un regroupement? Vous avez une notion qui est particulière. Non, moi, vous savez, j'ai vite. Par contre, vous n'avez pas répondu à une question fondamentale que vous vous êtes posée à vous-même et que vous avez posée à vos interlocuteurs. Qui est notre principal adversaire? Qui est notre ennemi? Si c'est pas nous-mêmes, c'est qui? Vous voulez que je vous le nomme? Oui, ça nous intéresse, nos téléspectateurs également. Chômage, cherté de la vie. D'accord. Pas l'État français. Qui est aux commandes? Ah d'accord. Donc ça on appelle ça de la commutativité, c'est-à-dire que si votre ennemi c'est le chômage et que le principal responsable. Les réponses ne peuvent pas être apportées par le pouvoir ici. Donc il y a bien quelqu'un qui peut porter des réponses. C'est peut-être pour ça que vous êtes proche du pouvoir parisien. Je ne suis pas proche du pouvoir. Il insiste, vous voyez ça? Non, mais il insiste, mais il est taquin, en fait.
c'est pas proche. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'entrer en contact avec Ce qui n'est Joseph Pinville, ce qui n'est pas donné au commun des mortels. Il y a des maires ici qui essaient désespérément d'avoir le sous-secrétaire d'État ou bien le conseiller bis du conseiller principal de Macron. Vous prenez votre téléphone et puis vous appelez et vous entrez en contact en direct. Non, je laisse un message. Punchline. Je laisse un message. Donc on vous rappelle. On peut me rappeler ou pas. Oui, mais vous avez la possibilité d'être rappelé. De toute façon, nous, Mike et moi, on va vous rappeler. De toute façon, si on a un souci quelconque, Du on vous coup, rappelle. on va vous laisser quelques messages. Est-ce que j'ai l'impression à vous écouter depuis le début de l'émission qu'en Guyane, il y aurait davantage une culture de l'unité, quoi, de l'unité trans-mouvement, trans-catégorie, trans-secteur, et qu'il y a une espèce de culture du pragmatisme qui serait pas aussi, ou qui ferait défaut à la Martinique. Est-ce qu'en Martinique, et là je sollicite le moins de langue de bois possible de votre part, est-ce qu'en Martinique, les égos de nos chers politiques, hommes et femmes d'ailleurs, sont plus exacerbés? Alors je vais dire plus exacerbés qu'en Guyane, puisque c'est l'autre territoire que vous connaissez sans doute le mieux. Est-ce que c'est plus à vif ici en Martinique? Qu'on a plus de mal, ou moins d'envie de transcender certaines inimitiés, certaines rancunes personnelles au profit d'un objectif commun et d'un pragmatisme, quoi. Et parce qu'il faut rappeler l'objectif commun en permanence et ne pas oublier ça. Non, mais ça, c'est épuisant, ça. Non, c'est pas épuisant parce que j'ai vu ici, bon, je dois encore peaufiner, mais j'ai vu ici que là, il y a... Vous allez réussir, on n'en doute pas. Il y a toute une histoire, mais lorsque vous prenez donc les gens individuellement, ça passe. L'autre part, c'est de les mettre ensemble pour pouvoir donc travailler. Et il faut bien leur montrer donc quel est l'intérêt. En plaisantant, alors je prenais cette image-là, arrêtez, vous n'entendez pas X et Y ne s'entendent pas parce que vous me racontez que au cours moyen 2, il y avait une composition et la personne qui était à côté de vous avait 2 bics et elle ne vous a pas passé un bic depuis ça, vous lui en voulez. Donc il faut arriver à faire dépasser ça et puis elle dit bon, allez, maintenant il va te passer un stylo et puis maintenant allons travailler. C'est ça en fait. Oui. Non, mais c'est un constat, enfin, c'est consternant. C'est affligeant. C'est consternant comme constat. On en est là, quoi. Vous parlez de nos élites, quand même. On en est encore là, quoi. Non, on me parle. Je vais vous dire, là, dernièrement, j'étais à nouveau donc, en Guyane. Je travaillais donc, pour une entreprise. Je suis sur le fleuve et le maire me dit, mais Marie-Joseph, je devais prendre l'avion, je n'ai pas pu prendre l'avion parce que un des employés ne m'a pas laissé sa place alors que j'allais signer un contrat avec l'AFD de 2 millions. 2 ans. C'est-à-dire que le truc était là comme ça, quoi. Il n'arrivait pas à dépasser ça. Et il en voulait. Ça faisait 2 ans que ça lui était arrivé. Oui. Et il en était encore là. Mm-hmm. Non, mais donc il faut que tout ça donc, s'exprime et puis on dit bon d'accord, on s'exprime, mais plusieurs fois j'ai fait ça, je vais vous dire, plusieurs fois j'ai entendu, alors si jamais là, dans mon rôle de consultant, j'ai également la possibilité d'aider à la gestion de crise. Le jour où vous aurez un problème avec Eddy, ma méthode est très simple. Hein. Oui. Alors vous allez me prendre, bien sûr, j'espère. Bien sûr. Et je vais... On va commencer à mettre un peu d'argent de côté. Non, mais je ne suis pas cher. Je suis pas... L'un de nous vous prendra. Ouais, d'accord. Non, mais il faut que les deux soient d'accord. Je vais d'abord vous écouter, prendre le temps de vous écouter. Je vais vous écouter, M. Marajo. Et puis, à un moment, je vais vous dire, bon, d'accord, vous m'avez parlé, on se met ensemble pour pouvoir parler.
Ça vous arrive souvent d'endosser cette veste du médiateur, là? Je veux dire, pour des situations de crise, je vous cite, Souvent. entre politique martiniquais, par exemple. Ah non, j'ai pas encore commencé à... Le chantier est trop... Il est trop ça viendra. On a envie de Ça vous viendra. demander... Ça viendra. On a envie de vous demander... J'espère. Très rapidement, là, de manière immédiate, Ouais. quelles sont les deux personnes que vous aimeriez mettre en face de vous, avec vous, pour discuter? Selon vous, quel est le trio, Oui. en vous comptant, qui serait Je n'existe pas. Non, mais vous êtes là, vous êtes le médiateur. Oui. Quel est le trio qui serait le plus efficace pour le développement de la Martinique à constituer? Une nécessité qu'aujourd'hui qui discute. Ouais. Ouais. C'est qui? Faites attention, hein, Oui, prenez c'est votre ça. temps. Non, mais... On peut lancer une petite musique, si vous voulez. on va voir ça après. Est-ce que, alors je vais vous aider. Est-ce que dans ce trio, Non, mais je vais pas répondre. non, mais je vais quand même vous poser la question. Parce que, Est-ce comme vous l'avez dit, certains seront froissés de ne pas être Y être, oui. Voilà. Donc, Mais bon, c'est ouais. mais monsieur Major, vous savez ça, lorsque vous faites vos 500 ans du pouvoir, Oui. et puis que vous avez oublié oui, quelqu'un, ça me retombe dessus. eh bien voilà. Bon. Mais là, ils On sont a pas vraiment envie de 500. vous souhaiter bonne chance. Vraiment. Hein? On a vraiment envie de vous souhaiter bonne non, mais chance. attendez, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai pas envie de ça. Hein? Si, j'ai pas envie de Pas ça. envie de quoi? De faire ça. Si on me sollicite, Oui, bien sûr. je vais le Bien faire. sûr. Mais si on me sollicite pas, je vais pas le faire. Oui, on a bien compris que votre ego ne sera pas modifié. Non. Mais est-ce que, pour revenir à votre pays, Oui. cette fois-là, à Martinique, quelles sont selon vous les composantes de l'environnement dans lequel vous vivez aujourd'hui? On sait que vous prenez des taxicos. J'ai même compris, vous me direz que c'est encore une légende, que vous êtes capable de partir avec votre sac à dos et puis de faire le tour de la Martinique lentement mais sûrement pour vous imprégner. À pied, oui. Quelles sont les composantes sur lesquelles il faut agir très rapidement? J'ai pas encore la réponse. Vraiment, je suis en train de réfléchir. J'entends, j'ai pas encore la réponse. Alors, on peut vous en citer quelques-unes, peut-être. Allez-y, Alors, vous m'aidez là. On a un peu glosé ici et ailleurs, sur la dramaturgie du TCSP. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Non. Est-ce que vous l'avez pris? Non, pas encore. Mais moi plusieurs fois. Et alors? Mais les gens- voilà, on a besoin de témoins. Non, mais les gens sont satisfaits. Les gens sont satisfaits. Et les personnes âgées, parce que vous savez, c'est pas à vous de dire ça, que nous avons une population vieillissante, des personnes donc, d'un certain âge de Fort-de-France prennent le TCSP, ils vont à Galéria, ils vont à l'aéroport Aimé Césaire, ils se promènent, et puis ils reprennent pour ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ça, c'est au chapitre du très bien, ça. On peut le mettre dans le chapitre du très bien. Ah, mais ouais. Définitivement? Définitivement. Non, mais moi, j'ai envie de vous entendre sur la tragicomédie qui a précédé la mise en activité effective, quoi. Parce que, vous connaissant, je vous ai vu quelquefois sourire, et vous étiez même un peu goguenard, non? Non, mais vous avez un investissement qui est fait, et puis qui est immobilisé. Là, il ne bouge pas. Ouais. Vous dites qu'à un moment, on ne peut pas continuer comme ça, donc il faut que ça fonctionne. Non, mais donc, quand le type de Paris débarquait, c'est là qu'on a envie de vous entendre. Nous, on a envie de savoir ce qu'il pense de nous, parce que vous disiez tout à l'heure, le type, il est encore sur sa brouille pour un stylo au cours moyen 1. Lorsque le type de Paris ou de Bruxelles débarque, et puis il est consterné, comme vous l'avez été, devant cette espèce de tragicomédie, vous lui dites quoi, lui? Au type de Paris. Ouais. Mais le type de Paris, comme vous dites, il dit, et vous l'avez entendu dire ça, c'est pas à moi de solutionner ça, mettez-vous d'accord d'abord entre vous. C'est ce qu'il dit. Ça s'appelle beauté en touche. Non. À la fois pour vous et pour lui. Non, ouais, Mais s'il vous pose une question, qu'est-ce que vous répondez? Vous allez lui sortir le truc de la légende ou de cette espèce de prise de recul tropicale que vous avez de temps en temps, ou est-ce que vous allez lui dire, t'inquiète pas,
je m'en occupe. Je m'en occupe. Non, non. Vous n'avez pas tout compris, là. Je suis aujourd'hui, donc, consultant. Donc, comme vous, ouais, il y a des choses que vous faites et d'autres que vous ne faites pas. Bon, ben moi, c'est mon Vous cas. attendez d'être consulté, quoi. Oui. Mais c'est beaucoup mieux. Si les gens vont vers vous, mais s'ils ne viennent pas, ça n'a pas d'intérêt. Alors, En termes de résultats, c'est racontez. Ça fait 3 semaines que j'avais senti un problème en Guyane. Donc, et puis, j'ai dit, bon, j'ai appelé, j'ai dit, bon, vous aurez tel problème-là, etc., on peut. On m'a dit, mais non, moi, Joseph, machin, on ne peut pas. Enfin, Ok. un problème de quoi? C'est tellement mystérieux. Problème, donc, avec des usagers, avec des élus. Bon. Ouais. Donc, on va y arriver progressivement. alors, Et dis un petit coup de main? Non. Donc, on n'ira pas plus loin. professionnel. C'est un secret professionnel. D'accord. Donc, il dit, mais non, ouais. J'ai dit, bon, il faut solutionner. Ouais, non. Puis, ok. J'ai laissé ça. Et puis, un lundi, on m'appelle, on dit, bon, il faut venir tout de suite, hein. C'est-à-dire qu'on a pris un billet, et on était le lundi, et puis il fallait que je sois à pied d'œuvre en train de travailler le mercredi. Voilà. Et le problème fut résolu? Oui. Alors, je vais quand même aller. Ça fait combien de temps on peut savoir? Ne vous inquiétez pas, on a le quitter, temps. en fait. On a le temps. on a discuté il y a quelques années d'une problématique d'un arbre qui était au milieu d'une école. Oui. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez cette histoire, parce que je pense qu'elle va intéresser les Martiniquais. Et elle est symbolique probablement de l'esprit de la coutume qui existe en Guyane, et qui, peut-être que ça apporte une réponse au questionnement de Mike sur les différences et ce qui rend les choses peut-être plus faciles, voire plus pragmatiques en Guyane. Je vais faire synthétiser parce que... elle est longue. Non, elle n'est pas longue, je vais faire une synthèse. Il y a un fromager dans un lycée en Guyane. Ouais. Bon. Mais il a un certain âge et il devient accidentogène. Donc il lâche régulièrement des branches sur... donc on profite, décision donc, du président de région de l'époque, Antoine Garam, il faut couper ce fromager. Je suis en Martinique, Antoine Garam est hors de Guyane. Donc Eddy Marajo m'entend au téléphone donner donc des instructions et des directives. Faire une consultation, parce que on me rappelle, on a fait la consultation, sur les 4 entreprises, 3 sont des Guyanais, ils ne veulent pas couper le fromager. Bon, parce qu'on ne coupe pas le fromager dans la culture. Okay. C'est une entreprise métropolitaine, mais avec des habitants, des travailleurs brésiliens. Ok, d'accord. Le prix a déjà été multiplié par 3 ou 4. Okay. C'est juste un. Mais avant, Eddy Marajo m'entend dire que pour pouvoir couper ce fromager, il faut une cérémonie coutumière, parce que c'est au pied du fromager que les Amérindiens et que les Bushinégés font un certain nombre de pratiques magico-religieuses. Donc, il fallait commander un pays Boni, un pays à Loukou, des cérémonies, plus une cérémonie avant de couper le fromager. Voilà, j'ai été assez coupé. Oui. Ouais. On n'imagine pas. Il a été coupé finalement. Il a été coupé, mais il a fallu procéder à un certain nombre de... On n'imagine pas ça dans la cour d'un lycée à Cajou ou à Saint-Joseph, en Martinique. Non, mais parce que vous n'avez pas le fait coutumier. Ça nous manque, ça, en Martinique. Cette connexion, justement, avec les forces... à l'héritage amérindien ou à d'autres héritages. Avec les forces visibles et invisibles. Voilà. Ouais. Mais c'est dans la culture et les pratiques des Amérindiens et des Bushinégés. Est-ce que ça nous manque ici dans la décision politique? Vous le savez un peu, parce que vous avez vu nombre d'élus martiniquais venir faire un tour en Guyane, ou partir au Bénin ou en Haïti.
Je savais pas. Préparez la croix aidée. Ils partent au Bénin, en Martinique Ouais. et en Haïti. Ouais. Ouais. Enfin, vous n'avez pas besoin de ça, parce que vous pouvez aller en Guyane. Non. Non, mais il faut. Aujourd'hui, dans les cultures amérindiennes et les cultures bushinengue, ils croient donc aux forces visibles, mais également invisibles, et ils croient donc aux esprits de la forêt, des animaux, et ça se retrouve également en Kanaki, où les clans et les tribus dans une zone sont toujours propriétaires de quelque chose. C'est-à-dire que une tribu ou un clan est propriétaire des arbres, une tribu, des oiseaux, des poissons, des animaux, de la forêt et du ciel, des étoiles. Ça vous a rendu très sage, en fait, tout ça. Je ne sais pas si je suis sage. Mike? Alors, il y a un sujet qui est au cœur de l'actualité guyanaise déjà depuis plusieurs mois, qui le sera sans doute encore plus dans les temps à venir, c'est celui du projet de la Montagne d'Or. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs et téléspectatrices dans les grandes lignes que c'est un projet d'ailleurs, le projet s'appelle comme ça, le projet Montagne d'Or. Oui. C'est un projet de création, de construction d'une mine d'or gigantesque dans l'ouest, je crois, de la Guyane, notamment dans la forêt. Pas loin de la vallée du Maroni, oui, dans l'ouest, dans la pas loin de forêt Saint-Laurent, oui. amazonienne. Et c'est un projet qui suscite beaucoup de réactions contrastées, de crispations, d'opposition au sein de la population guyanaise. Et il y a un certain nombre d'associations qui sont mobilisées, etc. Le président de la CTG, de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, ne cesse de plaider pour la réalisation de ce projet. Vous en pensez quoi dans les grandes lignes? Vous êtes favorable? Je vais vous dire ma position sur cette question, très clairement, qui a été reprise par d'autres, ou d'autres qu'on s'entend sur ces positions. Okay. Il faut de vraies retombées pour la Guyane. Et avant donc de donner toutes les autorisations possibles, il faut un certain nombre de garanties. Il faut des garanties sur l'emploi. Il faut des garanties sur les retombées pour la Guyane. Il faut des garanties pour les collectivités donc, de Guyane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était adopté, de tête comme ça, c'est moins de 100 € pour un kilo d'or, qui est aujourd'hui, bon, c'est rien du tout. Pour ça, enfin, c'est un montant dérisoire. C'est un montant dérisoire. Ouais. Il faut une implication sur la question donc, des infrastructures. C'est-à-dire que vous allez participer à une activité économique, mais il faut, c'est-à-dire que si vous faites, il faut la route, il faut l'électrification et que les gens qui sont au bord de la route ne soient pas laissés. Et puis, il faut des garanties environnementales. Il y a une nécessité, je vous ai parlé donc des questions de formation. Vous devez, sur cette question, donner l'état donc, de vos besoins pour qu'on puisse former des jeunes de Guyane pour occuper les postes qui seront dégagés pendant votre activité. Si ces points sont... Il y a donc des réponses favorables, vous aurez la majorité donc, des Guyanais, des habitants de Guyane qui seront favorables. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse sur ces différents points. Et cette position, c'est celle de beaucoup de gens, et notamment de la présidente de la Chambre de commerce, qui est sur ça. Elle n'est pas contre, mais il faut un certain nombre de garanties. Aujourd'hui, le président Macron, dans sa rencontre avec les élus des 10 Outre-mer, a clairement critiqué le projet, notamment sur ses volets en termes de... Il a dit que c'était un projet, bon, je cite de mémoire et en substance, que c'était un projet qui nécessitait d'être adapté, amendé, etc. Parce qu'un certain nombre de garanties, comme vous les avez évoquées, notamment en matière de retombées économiques, d'emploi et de respect de l'environnement, n'étaient pas à ce jour satisfaites. Les habitants de Guyane ont été floués une fois, mais pas deux. C'est-à-dire, la première fois, c'était quand? C'est-à-dire pendant les recherches pétrolières. Dans le bilan des gens qui faisaient les recherches pétrolières, ils mettaient les 10 sandwichs qu'ils achetaient à Deli France.
Bon, donc, c'est pour augmenter. Il parlait de l'impact économique sur la Guyane. Voilà. Donc, dans le bilan financier, il mettait l'achat. J'ai eu à rencontrer Antoine Karama à l'époque, puisque vous parlez de la prospection pétrolière, qui disait qu'il recevait les gens de Total, et Total avait promis plusieurs millions d'euros. Est-ce que vous y croyez? Parce que là, l'autorisation a été donnée par le gouvernement français de reprendre la prospection. Mais ce n'est pas ce que les gens attendent. Vous avez vu ce que je vous ai listé en termes de garantie? Ça, c'était pour l'or, mais pour le pétrole, c'est la même chose? Pour le pétrole, c'est la même chose. Il faut des garanties, il faut des retombées. Dites-nous quel est votre plan de vos besoins en matière de ressources humaines pour qu'on puisse former des habitants de Guyane. Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer en Martinique? Mais ça a déjà commencé peut-être? Non. Non, mais attendez, vous êtes sur 1000 km², il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas ces enjeux-là. On n'a pas d'eau, on n'a pas de pétrole, notre forêt... Mais attendez, est-ce que vous êtes... est-ce que vous réveillez le matin? Ouais, jusque-là, et puis vous... Oui. Ça nous permet de venir à l'émission, d'ailleurs. Et puis vous regardez donc le pays Martinique. Oui. On a moins de temps que vous, hein. N'oubliez pas. Vous êtes consultant, donc vous prenez votre temps. Oui. Nous, on est un peu speed. Mais non, mais prenez le temps de le regarder. Arrêtez-vous. Oui. Arrêtez-vous. Prenez le temps de... Et c'est un pays magnifique. Et rien que ça, ça n'a pas de prix. Vous pensez que la Martinique sera indépendante un jour, selon la formule consacrée, un jour? J'ai conscience que ça veut dire tout et rien à la fois, mais est-ce que vous pensez que ça... C'est dans une interview d'Aimé Césaire en 1982. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que cette interview n'a jamais existé, mais bon. On les situe en général à droite de l'échiquier politique. Et de temps en temps au PPM. Hein. Mais si vous parlez de droite, lorsque le général de Gaulle est venu en Guyane, il a très clairement dit que c'est dans la nature des choses qu'un pays comme la Guyane puisse un jour accéder et quand il est venu ici, à part dire que vous êtes français ou français, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il a dit d'autre à ce sujet? Non, il n'a rien dit? Non. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, vous devez marcher à votre cadence. Pas celle qui vient d'ailleurs, à votre propre cadence. On en a pour combien de temps, d'après vous? Combien de siècles? Alors, si j'étais en Guyane, j'allais vous dire, je ne suis pas gado. Alors, le gado, c'est le séancier ou le quimboiseur. Le gadet des affaires, en fait. Voilà, le gadet des affaires. Mon autre réponse à ce type de question, c'est je peux faire ce type de prévision, mais il y a des conditions pour ça. Il faut que ça soit vendredi 13 à la pleine lune. Ce qui n'arrive que très rarement. Bon. Ça peut arriver, par exemple, dans les... je vais essayer de resserrer la temporalité. L'espace. La fenêtre de tir. Ça peut arriver dans les 30 prochaines années. J'ai 43 ans. Je donne cette information à mon avis, au grand public. Ça va faire très mal. Si je vis centenaire, il y a une probabilité que je vois ça de bon vivant? Vous ne pouvez pas savoir. Parce que vous avez à des moments de l'histoire des accélérations. Vous pouvez penser que c'est dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis, brusquement, vous avez des bons qualitatifs et des bons quantitatifs. Et puis, mais voilà, on y est. Donc, vous ne pouvez pas déterminer... Ah ouais, ça peut aller aussi vite que ça. Mais oui. Alors, en parlant de bons qualitatifs, Mag va dire que je ne renonce pas. Vous avez été très attentif à l'élection d'Emmanuel Macron. Oui. Après un peu plus d'1 an, bientôt presque 2 ans, vous en pensez quoi? Je parle d'Emmanuel Macron. Alors, je vais vous dire, oui, un certain nombre de personnes ont participé donc, à l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez noté que c'est un certain nombre de personnes. Mais oui, c'est une périphrase, je crois. On a cru comprendre que vous n'étiez pas loin de ce cercle. Mais on avait le choix, parce qu'on a toujours le choix, permettre que les idées de l'extrême droite prennent le pas
pense, ou C'est fait, non? ou prendre l'autre voie. Ouais. C'est l'autre voie qui a été choisie. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron? Il réussit, il échoue, il est bon, il est mauvais. C'est un président qui a de l'avenir. Le travail qu'il fait est un travail efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, voilà, j'ai un qualificatif. Il est courageux. Ça veut tout dire. Non? Vous êtes plutôt favorable, en fait. Non, je dis qu'il est courageux. C'est-à-dire qu'il a déterminé donc, un programme et il est en train donc, de le mettre en place. Il est courageux. Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Très bien. Monsieur Pinville, l'heure de la détente est arrivée, de la respiration culturelle. Vous allez y participer, mais la priorité est donnée à Mike, qui va s'exprimer sur un certain nombre d'objets culturels. Ouais, c'est mieux que produit culturel. Voilà, objet culturel. Ouais, objet culturel, ouais, c'est un peu mieux. Ça rend justice à l'art, quoi. Alors, on va commencer avec un album d'un musicien de jazz qui fait partie de la... Bon, là, il a 35 ans, mais il continue de faire partie de la jeune génération de musiciens de jazz afro-états-uniens extrêmement talentueux, non seulement d'un point de vue technique et en termes de créativité, etc., mais aussi un jeune musicien qui prend position, quoi, par rapport à la situation socio-économique. Et vraiment, sa création est en phase avec les mouvements et la vie de la société états-unienne. Bon, cet album qui s'appelle... Bon, l'artiste s'appelle Christian Scott, et les trompettistes, il a eu l'occasion de venir déjà au Festival de Jazz en Martinique. Cet album qui fête, le temps passe vite, sa 10e année. À l'époque, il avait 24 ou 25 ans. Cet album s'appelle Yesterday You Said Tomorrow. Hier, tu avais dit demain. Je traduis. Et c'est vraiment... Je n'ai pas parlé de... Vous parliez tout à l'heure de votre capacité à anticiper sur certaines crises. Ce qui est intéressant de noter, c'est que au moment où les bavures, les assassinats policiers se multiplient, par exemple aux États-Unis, contre des personnes, on va dire, de couleur, pour aller vite, il a notamment un titre sur cet album qui s'appelle KKPD, et qui est une espèce de contraction entre KKK, Ku Klux Klan, et PD, c'est-à-dire Police Department, quoi. Donc, et ça date déjà de 2009, quoi. Donc il avait déjà ressenti une dégradation du climat. C'est un jeune Martiniquais? Non, c'est un afro-états-unien qui en plus est né à la Nouvelle-Orléans. Donc en plus il a eu aussi de l'occasion de créer sur non seulement Katrina, mais aussi toutes les défaillances, pour employer un terme politiquement correct pour le coup, qui ont suivi cette catastrophe humaine, quoi, cette tragédie, voilà. Donc c'est vraiment un artiste de grand talent, et précipitez-vous si vous avez l'occasion. Christian Scott, Yesterday You Said Tomorrow, il est très productif là. Je pense qu'il doit être déjà à son 8e ou 10e album. Donc là c'est un ouvrage, comme on dit, qui a fait le buzz là il y a quelques mois. C'est le premier roman d'un auteur qui s'appelle David Lopez et qui a reçu un accueil critique assez unanime et dithyrambique. C'est un peu le quotidien de ce que certains jeunes et moins jeunes de l'Hexagone appellent des galériens, quoi. C'est-à-dire les gars qui vivent ici on appelle ça, je crois, la génération abribus, notamment, ou hall de cité, d'escalier. C'est le quotidien, c'est aussi un instantané de la société française, j'allais dire contemporaine, de certain nombre de galériens, dont l'auteur. Galérien, le terme. De galériens, ouais. Et c'est une écriture, il y a une espèce de rythme. L'auteur a vraiment créé une nouvelle langue, quoi. Une nouvelle langue extrêmement dynamique, rythmée, avec 10 images à la seconde, à la phrase. Mais derrière ça, c'est des images aussi qui parfois peuvent être extrêmement drôles. Une langue et une écriture très innovante, qui mélange un peu des mots d'argot, mais voilà. Mais derrière cette créativité, ce rythme et ces images, il y a aussi des situations qui décrivent le tragique de certaines existences et les difficultés du quotidien vécues par
par des catégories de population que les élites dont on parlait dans cette émission ne veulent pas nécessairement voir, quoi. En tout cas, ne veulent pas voir à hauteur d'homme, à mon avis. Donc ça s'appelle Fief. Et voilà, et le domaine sur lequel règne David Lopez et ses amis règnent, et c'est un ouvrage super intéressant. Je dis un mot très rapidement, je ne sais pas si on aura l'image à l'écran, sur la une du dernier Antilla qui porte sur les vœux et sur la situation de la MPI, c'est-à-dire l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, avec une interview de sa présidente, Madame Josiane Capron, qui revient sur les problématiques, j'allais dire, Production. hélas récurrentes, quoi, auxquelles ce secteur d'activité est confronté, et puis sur les perspectives et les projets de la MPI pour l'année 2019 notamment. Messieurs, c'est à vous. Précipitez-vous sur ce nouveau numéro d'Antilla. Alors, avant de passer la parole à Marie-Joseph Pinville, très rapidement, d'abord une revue magnifique qui s'appelle la revue America, qui en est à son 8e numéro et qui traite, alors c'est pour ça que je l'ai amené, qui traite de la question de la race en Amérique à travers des articles magnifiques, notamment un texte inédit de James Baldwin dont on a parlé ici dans cette émission. Ça fera plaisir à Mike. Si vous voulez savoir ce qu'est la réalité, non pas des fiefs... des galériens hexagonaux, mais des galériens noirs américains, lisez ce texte, lisez ces textes. Alors c'est une revue française, bien évidemment, qui est magnifique. Alors là, je contribue aux recherches historiques sur l'homme noir dans sa plénitude totale, à travers un bouquin fantastique qui s'appelle L'homme qui vola sa liberté. C'est la véritable histoire de Hans Jonathan. Alors dit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il est noir, mais effectivement, c'est le premier homme noir en terre d'Islande. Et ça se passe en 1700, dans les années au début du 19e siècle. Un esclave métis qui s'échappe des Antilles et qui se réfugie en Islande et qui échappe à l'esclavage, une période extrêmement compliquée, et qui a aujourd'hui 700 descendants en Islande. Donc probablement une petite colonie d'origine esclave en Islande. C'est un bouquin assez fabuleux qui raconte l'odyssée d'un esclave. Et puis 2 disques. Alors un album magnifique qui fait la fusion entre la salsa et le reggae. Ça s'appelle Havana Meets Kingston. Si vous n'avez pas ça dans votre discothèque, achetez-le. C'est magnifique et ça prouve bien que 2 pays qui sont très proches finalement et qui soi-disant s'ignorent, en réalité ont des relations plus que séculaires et ont créé une fusion musicale. Et puis comme c'est la Jamaïque, j'en reviens aux fondamentaux. On a une vision un peu pédagogique dans cette émission, avec un album de fusion justement d'un groupe mythique de reggae qui s'appelle Culture. Et au lieu d'avoir les 4, achetez celui-là, comme ça vous aurez les 4 pour le prix d'un. C'est des gens qui ont inspiré beaucoup d'artistes jamaïcains contemporains. Et puis c'est surtout des gens qui incitent à un profond respect de la culture, de la vraie culture jamaïcaine. Voilà, comme les Martiniquais sont aussi des gens qui participent à la culture caribéenne, je pense que ça peut être intéressant. Monsieur Pinville, c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez nous chroniquer? Alors, je ne sais pas si je vais vous chroniquer, mais je vais vous dire ce que je suis en train de lire ou de relire. Alors, le premier, c'est... J'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur de rencontrer donc, en Guyane Emmanuel Lafont, évêque de Guyane, mais était donc compagnon donc, de Nelson Mandela, de Winnie Mandela, de Desmond Tutu, qui est resté longtemps donc, dans le ghetto de Soweto et qui a sorti un livre que j'invite à lire, Le curé de Soweto.
Donc, il est en Guyane et c'est quelqu'un que je pouvais réveiller à n'importe quel moment, 2 heures du matin, pour dire Monseigneur, il y a un problème quelque part, on y va. Passe me chercher Marie-Joseph et puis on y allait. 2 heures, 3 heures. Ça nous fait sourire quand vous dites ça, puisque vous parliez de légende tout à l'heure, que vous n'étiez pas capable d'intervenir ou d'influer. Donc vous réveillez l'archevêque de Guyane en pleine nuit. Non, l'évêque. L'évêque. Oui, c'est vrai. C'est à Martinique qu'il y a l'archevêque. Ouais. Et non, mais c'est sa disponibilité, c'est son côté militant. Et je vais vous raconter quelque chose, parce que là, si on faites vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On avait un projet avec Monseigneur Lafont de faire venir Desmond Tutu. Oui. Et tout était bon, quoi. Et Desmond Tutu, Monseigneur Desmond Tutu nous dit je viens, mais lorsqu'il y aura donc une fusée qui est sud-américaine qui va partir, donc il y a une fusée sud-américaine, c'est bon. Et le président de l'époque, alors je ne veux passer personne, mais le président de l'époque doit venir en Guyane. Vous parlez de quel président? Non, mais président de la République le française. Président de la République. D'accord. Et on nous dit, mais non, on ne peut pas faire venir Desmond Tutu en même temps que le président de la République, parce qu'il va lui voler la vedette. Ah ouais. C'était en quelle année? J'ai essayé. Et moi, je vais vous dire que... À mon avis, il vit toujours, ce président. Et moi, je vais vous dire qu'avec ça, j'écoute... Alors, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique, mais j'écoute, bien sûr, Malavoie, mon ami Altamar, La Perfecta. J'aime bien, comme Eddie l'a dit, la question du reggae. J'aime bien aussi de temps en temps d'écouter donc de la musique haïtienne, les nouveaux mais également les anciens. Et puis j'aime, en fonction donc de l'humeur, alors je vous conseille de ça, donc, écoutez donc la chanson de Johnny Clegg, surnommé le Zoulou Blanc. Assim Bonanga, qui était un chant, une musique qui en 1987. Nelson Mandela était toujours en prison, donc en prison. Et en 1999, c'est sur YouTube. Donc allez-y, parce que c'est un grand moment. Il est sur une scène européenne. Il est en train donc de chanter ça. Et Nelson Mandela, ce n'était pas prévu, apparaît et vient chanter avec lui. 1999, Assim Bonanga, un grand moment. Chaque fois que j'écoute ça, j'ai la chair de poule parce que et je l'écoutais encore ce matin. L'histoire en live, quoi. Et puis, là, je parlais vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, oui. Le livre d'Édouard de Lépine. Il a écrit 2 ans après le mouvement. Bon. On connaît donc le parcours d'Édouard de Lépine, mais c'est une mine de renseignements pour ce qui s'est passé en 1974. Donc, je suis tombé, je ne l'avais jamais vu. Alors, c'est vrai ce livre est sorti en 2014. Il l'a terminé en 2016, et puis j'ai vu qu'il avait perdu le manuscrit, et puis il l'a repris, et puis il l'a sorti en 2014. On parle beaucoup de février 1974, c'est un grand moment, et puis heureusement pour nous, c'est la dernière fois qu'il y a eu des tueries d'ouvriers agricoles. Donc, les derniers morts de l'histoire sociale. Non, le 2. Oui, les derniers morts. Renaud Ilmani et Georges Marie-Louise, plus un certain nombre donc, de blessés. Donc, alors je ne sais pas si partout, mais j'ai trouvé ça dans une petite librairie, j'ai pris, et puis je suis en train de relire, et puis ça me fait penser à beaucoup de choses. Voilà. Merci, M. Painville. Merci de votre témoignage. Merci d'avoir contribué à la stratification du bureau des légendes, puisque je notais, il y en avait 7, j'avais 7 étoiles. Vous avez évoqué l'existence de multiples légendes, mais on a bien compris qu'en réalité, c'était des réalités. Merci, Mike. Merci, Eddie. Merci de ta complicité. Merci, monsieur. Et puis, merci à vous. Bon courage. De m'avoir su. Alors, à cause de vous, bon, alors, pour vous, il faudrait mieux... C'est un vous singulier, là. Non, pour vous, moi aussi. jeter les deux. D'accord. Moi, je souhaite que votre émission soit regardée.
Mais j'espère qu'elle ne sera pas trop regardée pour me permettre de me couler toujours dans le moule pour pouvoir écouter. Comment vous dire? Nous nous adressons à tous les passagers des taxis collectifs. Désormais, vous connaissez la tête de Marie-Joseph Pinville. Vous pouvez l'accueillir positivement dans vos communes, dans vos taxicos, dans vos bars, parce qu'il prend le pouls de la population martiniquaise. Merci de votre soutien et à très bientôt. Merci beaucoup.